Julie Birman et Clément Oubrerie se lancent dans une biographie sur Picasso. Le premier tome nous raconte l'arrivée du peintre à Paris, sa rupture avec l'art pompier, l'amour fou de Max Jacob pour l'artiste et de Fernande, le premier amour et le premier modèle. Un trait magnifique, libre et poétique qui nous fait virevolter dans un Paris bourgeois et interlope. 19 ans en 1900, la ville est à nous, l'art est dans la rue ou encore l'âge des possibles. 1900, c'est un moment de bascule intéressant parce que c'est vraiment la révolution industrielle prend un tournant. Puis les gens, ils sont fascinés par le nouveau siècle qui commence et tout. Ils se disent, ils croient encore au progrès. Ils se disent, waouh, avant c'était le siècle du charbon, là ça va être le siècle de l'électricité. Ça va être fantastique, fabuleux comme cette exposition universelle. Ils y croient à fond. Et Picasso, il est dans cette ambivalence-là. Il voit à la fois, il se prend dans les mirettes toute cette féerie de 1900 et en même temps, il voit la réalité qui est un peu moins brillante avec des prostituées, de la syphilis, de la misère. Et lui, il croit quand même aussi au XXe siècle, à la modernité qu'il faut inventer. Mais alors, ces ingrédients, c'est ça. C'est à la fois la réalité, c'est à la fois l'électricité et le progrès. Et bon, il n'y a pas encore le spectre de la guerre, c'est la belle époque, c'est un moment de transition et c'est vrai que c'est excitant parce que ça bouillonne et on ne sait pas encore ce que ça va donner. L'art en 1900 était extrêmement conventionnel. On était quand même dans des traces assez exigu. C'était un espèce d'art bourgeois où alors il y avait évidemment pas d'abstraction. On était vraiment dans des canons assez classiques avec les pompiers en particulier qui faisaient des choses assez merveilleuses, un petit peu grotesques. Fernande, donc le personnage principal qui raconte l'histoire, en fait, elle devient modèle chez les pompiers. Donc on la voit poser dans des tenues, des grands tralala bourgeois et tout ça. Ou pas de tenue dans des poses pompiers, c'est-à-dire un art qui fait référence vaguement à une sorte d'antiquité rêvée et qui fait bien dans les salons. La question intéressante, c'est pourquoi est-ce que Picasso n'est pas devenu un Rastignac? Pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout de son ambition sociale? Parce qu'il arrive et tout est assez facile pour lui. Il peint un peu dans la tradition bourgeoise, genre les enfants au Luxembourg, une fille qui boit du chocolat, il copie des publicités et tout, il fait un truc rapidos, joli, plein de couleurs et tout. Et pourquoi est-ce qu'il va se mettre à faire un truc que plus aucun marchand va vouloir acheter? Donc ça, c'est le vrai secret en fait de son génie. Et donc, bon, on ne prétend pas à lever le mystère, mais c'est vrai que c'est ça qui est chouette. C'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, il va envoyer balader toute la facilité pour trouver quelque chose de nouveau. Non, ce qui est marrant avec Fernande, en fait, c'est que personne ne connaît son histoire, tout simplement parce que Picasso n'a pas voulu qu'on la connaisse. Elle a écrit des mémoires et tout ça, et il a même à un moment donné un peu d'argent pour que ses mémoires paraissent pas. Et donc elles sont parues à titre posthume d'elle et de Picasso en 88. Donc on a un peu connu sa vision des choses, mais c'était pas un écrivain et tout, elle n'avait pas une vision très claire de toute cette période-là. Elle est complètement passée à côté du cubisme, mais c'était vraiment une personnalité très attachante et hyper intelligente. Et effectivement, elle avait un côté spirituel et tout ça, comme pouvait avoir Kiki de Montparnasse, mais je pense que la comparaison s'arrête là, parce qu'elles étaient vraiment très différentes. Il se trouve que Picasso se retrouve sur cette montagne qui est Montmartre, mais à l'époque, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est le maquis, voilà, qui est l'avenue Junot aujourd'hui, ultra chicose, mais à l'époque, c'est vraiment un maquis, quoi, avec du sable, des bicoques, et il y a des vaches, un maréchal Ferrand, et il y a quelques artistes qui vivent dans une ancienne manufacture de piano, mais ils sont complètement coupés du monde, mais vraiment complètement. Et monter là-haut, c'est comme une petite société secrète, quoi. Les Montmartrois, ils vivent avec leurs règles dans un monde à part. Donc bohème, oui, mais peut-être pas le mot, mais en tout cas, ils sont là et ils se croient différents des autres. Ils se veulent un peu, c'est un peu des sortes d'anarchistes. Je voulais essayer de m'adapter au sujet et je suis parti dans l'idée de travailler sur des grands formats
pour retrouver un petit peu justement le geste de la peinture, même si c'est pas vraiment de la peinture, mais au moins il y a du fusain. Enfin, c'est justement proche des outils et des techniques qu'on utilise dans les académies de peinture pour faire les croquis de nu. Je laisse la possibilité, oui, de changer en cours de route. Enfin, il faut que ça reste assez libre, tout en respectant évidemment une narration assez claire et précise, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de raconter une histoire. Donc il ne s'agit pas de s'affranchir de toutes les règles, mais par contre, à l'intérieur des règles de la lecture, de trouver un maximum de liberté graphique. Petit bonheur, tome 2 de H. Tonton chez Vent d'Ouest. Mathilde et Rémi vivent dans le Lot-et-Garonne. Ici, à peine d'Agenais, la guerre n'épargne pas l'innocence. Que faire des armes et des explosifs que les deux jeunes habitants du Sud-Ouest ont trouvés? Qui sont et où sont les collabos, les maquisards, les résistants? Le soleil brille sur la nature, mais dans les cœurs, il fait encore froid. Castro de Renard Kleist chez Casterman raconte l'histoire d'un journaliste qui en 1958 est allé à Cuba et a croisé le destin de Castro et de la guérilla. Petite histoire et grande histoire se mêlent dans ce roman graphique, biographie et fiction en noir et blanc. Où est la vérité? Sûrement entre les deux. Attention, plongeons dans l'autre monde. Walder, scénariste et dessinateur de Otakuland, nous décrit le quotidien réel ou fantasmé des otaku. Ces hommes qui vivent plus entourés de 1 et de 0 que d'amis, de voisins, de voisines ou de collègues. Otakuland est un refuge ou un purgatoire, c'est selon. Post-mortem de Pierre Morel chez Bayou, un monde ignoble où les morts reprennent du service pour les tâches ingrates. Vous êtes un cadavre, mais un cadavre utile, sans compter que certains veulent tuer les morts. Pierre Morel nous dépeint un monde qui finalement existe, celui des fachos qui trouvent toujours des boucs émissaires.